Vous êtes bien sûr France 24, soyez les bienvenus au Journal de l'Afrique, à la une de cette édition. Un agent de renseignement français condamné à 20 ans de prison au Mali reçoit une grâce présidentielle du président de la transition. Il avait été arrêté pour conspiration contre les institutions de l'État. Une décision qui marque donc un nouvel épisode dans les relations complexes entre Bamako et Paris. Le 13 août 1956 était promulgué le Code du statut personnel, plus connu comme la Journée de la femme. Mais 70 ans plus tard, qu'en est-il de la condition des Tunisiennes? On fera le point dans ce journal. Et puis on parlera sport avec la CAN féminine qui livre une grosse surprise. Le Cameroun a éliminé le Maroc au tir au but et affrontera donc le Malawi en finale. Deux équipes qui n'ont encore jamais remporté la compétition. Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a accordé la grâce présidentielle à un agent de renseignement français. Yann Vézilier, malgré un statut de diplomate, avait été condamné à 20 ans de prison en juin dernier pour conspiration contre les institutions de l'État. Une décision qui intervient dans un contexte de relations longtemps tendues entre Paris et Bamako. On retrouve notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez des informations sur ces conditions pour cette libération ? Oui, tout à fait. Avant les conditions, il faut dire tout de suite que d'après nos informations, le ressortissant, l'agent de renseignement français a quitté le territoire malien après la grâce présidentielle. Maintenant, il y a eu des conditions. La grâce était plutôt attendue. Il y a trois éléments. Le premier, c'est qu'il a été jugé, comme vous le savez, pour complicité d'atteinte à la sécurité de l'État, tentative de coup d'État. Il y a des militaires maliens qui sont impliqués dans la même tentative. Mais ces militaires n'ont pas été jugés, dont des généraux, ils n'ont pas été jugés. Le Français était le seul jugé, un peu comme s'il fallait une procédure pour pouvoir le gracier. Le deuxième élément, c'est qu'il a été condamné à 20 ans, vous l'avez dit, mais son avocat n'a pas fait appel au jugement, parce que si son avocat avait fait appel au jugement, il fallait attendre encore un délai du jugement de la cour d'appel avant de pouvoir le gracier. Donc, c'est peut-être une entente qui s'est déroulée. Maintenant, qui a négocié? On ne le sait pas officiellement, mais d'après nos informations, un pays ami du Mali qui avait joué le même rôle pour les Français dans un pays voisin du Mali a compté, ça a été très important. Et puis maintenant, dernière question, est-ce que les relations entre Bamako et Paris vont s'améliorer avec cette grâce présidentielle? Des observateurs disent non, c'est trop tôt pour le dire, mais retenez que les pays n'ont pas d'amis, mais plutôt des intérêts. Une autre annonce, une autre libération, cette fois-ci celle de 82 militaires de l'armée malienne. Ils avaient été détenus par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda et leurs alliés rebelles Touareg. Est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de cette libération ? Alors, les 82 militaires maliens libérés, il faut le préciser, avaient été faits prisonniers entre 2003 et 2026. Alors, pour l'armée, cette libération a été obtenue grâce à une capacité, à une planification rigoureuse, c'est une citation, et une mobilisation de capacité de l'armée malienne. Un peu comme s'il y avait une action sur le terrain. Non, disent les rebelles, c'est purement par but humanitaire que nous avons libéré ces 82 prisonniers. Alors, il y a eu des interventions, par exemple, officiellement, les rebelles ont écrit au président, d'après nos informations, au président Denis Sassou Nguesso du Congo pour demander sa médiation dans ce processus de libération. Mais il y a eu d'autres également. Il y a eu l'Algérie, le Niger et d'ailleurs, en contrepartie, les rebelles du Front de libération de l'Azawad devraient obtenir du Niger et du Mali la libération de certains de leurs combattants qui sont arrêtés. Donc, possible libération en contrepartie de cela. Mais bon, il y a d'autres interventions dont on parle. Alors, est-ce que cela veut dire aussi, pour terminer, est-ce que cela veut dire que les relations vont s'améliorer entre le Front de libération de l'Azawad, les indépendantistes et la junte malienne? Les indépendantistes disent non, pas du tout, c'est une action ponctuelle. Sur le terrain, nous sommes toujours présents militairement. Merci beaucoup Serge Daniel, notre correspondant régional. On passe à présent à la Tunisie, où ce jeudi 13 août marque la journée de la femme. Le 13 août 1956, moins de 5 mois après l'indépendance du pays, était promulgué le Code du statut personnel. Ce texte allait profondément transformer le droit de la famille et la condition juridique des Tunisiennes. Mais pour de nombreuses associations féministes, 70 ans plus tard, des problèmes persistent, notamment la recrudescence de la violence et des féminicides. Lilia Blaise et Amdit Lili.
30 cas de féminicide en 2025 contre 6 en 2018. C'est le constat accablant que dresse l'association Aswat Nisseh, la voix des femmes, dans son rapport annuel. Aujourd'hui, l'augmentation des cas de féminicide, comme l'explique l'association, est liée à plusieurs facteurs politiques, sociaux et économiques. Aujourd'hui, la situation que vit le pays au niveau social, économique et politique impacte énormément la lutte contre les violences faites aux femmes. L'absence de politique sociale adéquate pour aider les victimes favorise la hausse des violences et c'est aussi la cause de l'augmentation des féminicides. La lutte contre la violence faite aux femmes n'est pas une priorité. Il y a d'autres priorités comme la conservation de la famille, je ne sais pas, la lutte contre cette histoire de baisse du nombre de personnes qui se marient, etc. etc. Mais moi je pense que ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire on peut travailler sur la famille tout en ayant comme premier objectif de lutter contre la violence. De toutes les manières, il n'y a plus de famille quand il y a de la violence. Face au manque de données officielles ou de statistiques sur les cas de féminicide en Tunisie, l'association Aswat Nisseh a décidé de lancer une plateforme en ligne pour signaler des cas afin qu'elle puisse ensuite les documenter et les recenser. Côté étatique, il y a un numéro vert qui existe, le 1899, qui permet de signaler les cas de violences faites aux femmes. Plus de 4400 cas ont été recensés en 2025, mais il y a très peu d'informations sur l'orientation des victimes ou leur prise en charge suite à ces appels. Allez, place au sport. La Coupe d'Afrique des Nations féminine de football entre dans sa dernière ligne droite avec une finale totalement inattendue. Le Cameroun a éliminé le Maroc au tir au but et affrontera donc le Malawi en finale. Deux équipes qui n'ont encore jamais remporté la compétition. Et qui de mieux pour nous en parler que Sébé Coulibaly, ancienne milieu de terrain pour l'équipe du Mali et qui a créé Lady Squad, une application qui rend la pratique du football accessible aux femmes. Alors Sébé, bienvenue. Allez, on refait le match, ou plutôt les matchs qui ont conduit donc à cette tête d'affiche pour la finale. Tout d'abord, pour rappel, j'ai envie de dire que cette édition, elle est toute particulière parce que c'était la première à 16 équipes. Et dimanche soir, il y aura le nom d'une nation qui sera pour la première fois inscrite sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça serait une première également. Ensuite, un très beau parcours de toutes les équipes, j'ai envie de dire, avec la qualification non seulement du Maroc, même si qui a été éliminé, mais qui est quand même qualifié pour la Coupe du Monde, de l'Algérie, du Cameroun et du Malawi. Donc, le Malawi affrontera le Cameroun. Parlons du Malawi. Pour certains, c'est peut-être une surprise, mais pas pour d'autres, surtout pour ceux qui ont quand même suivi l'évolution du Malawi. Il faut savoir que depuis 2020, le Malawi est un pays qui investit de plus en plus dans le football féminin, qui construit des infrastructures, mais également qui investit dans le football féminin. Et ça ne ment pas, quand on investit et qu'on met les moyens, on a des pépites qui sortent, des talents. Je pense aux sœurs Chawinga qui sont en train de rendre cette compétition incroyable et phénoménale. Première participation en Coupe d'Afrique des Nations, première finale et peut-être, qui sait, première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est vraiment un parcours incroyable. Et donc le Malawi qui devra affronter le Cameroun, qui après plusieurs années sans titre majeur chez les femmes. Est-ce que c'est une occasion de relancer les Lionnes indomptables ? Alors je rappelle quand même que vous-même, vous avez affronté ces Lionnes indomptables. Alors à quoi devrait-on s'attendre ? En 2018, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Une équipe incroyable qui a toujours eu d'énormes joueuses et des bons potentiels de joueuses qui jouaient à travers toute l'Europe. Ensuite, pour parler un peu du Cameroun, c'est vrai qu'ils ont eu un moment de flottement en 2024, mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a quasiment tout le temps été en quart de finale, demi-finale, voire même finale, et qui a tout le temps perdu face au Nigeria. Mais pour 2026, une victoire face au Nigeria enfin, donc qui est sur une bonne lancée, qui pourquoi pas pour prétendre à ce titre de championne également. Est-ce que vous pourrez vous permettre de faire un pronostic ? Pronostic, je dirais victoire du Malawi pour les avoir vus jouer, les deux équipes, même s'ils ont une gardienne incroyable, le Cameroun. Je dirais que le Malawi a une attaque clinique et incroyable. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le Nigeria, l'équipe des Nigériennes soit hors jeu pour la finale ? C'est vrai qu'au début de la compétition, je misais plus sur le Nigeria.
forcément, avec 10 titres de Coupe d'Afrique, on se dit ils vont aller chercher la 11e. L'Afrique du Sud, qui est tenant en titre et qui a toujours été une grande équipe. Et enfin, le Maroc est le pays hôte. Donc forcément, je me suis dit qu'avec l'élimination du Nigeria et de l'Afrique du Sud, le Maroc avait tout à jouer. Maintenant, ce qui est beau dans le football, c'est que parfois on a des surprises comme ça, où il y a des équipes venues de nulle part qui arrivent à atteindre les phases de finale. C'est pas à blâmer, je dirais juste que l'écart se réduit, mais dû au fait que le football évolue, les joueuses deviennent de plus en plus fortes et forcément vont titiller la hiérarchie. C'est vrai que c'est un petit peu en continuité avec la Coupe du Monde où il y a eu quand même pas mal de surprises et là, Exactement. la même chose. Et d'ailleurs, le tournoi, il faut le rappeler, est aussi qualificatif pour la Coupe du Monde justement féminine 2027. Alors, est-ce que vous pensez que cette compétition va pouvoir accélérer un petit peu le développement du football féminin ? Bien évidemment, je pense qu'elle va déjà mettre en lumière les joueuses, mais également les nations. Elle va pouvoir montrer que quand on investit et quand on met les moyens sur le développement du football, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on réussit à atteindre des sphères qui nous semblaient inimaginables. Quand je regarde le parcours aujourd'hui du Malawi, il y a quelques mois en arrière, on ne l'imaginait pas en finale et pourtant elles sont là aujourd'hui. Donc oui, je pense que c'est un moyen de mettre en tout cas en lumière toutes ces fédérations et ces nations-là et ces joueuses également. On va sortir un petit peu de la cadre féminine. On va parler un petit peu de la personne qui a quand même fait l'actualité ces derniers temps pendant la Coupe du Monde et puis surtout hier. On parle évidemment d'Omar Hartan, l'arbitre somalien, rappelez-vous, empêché d'entrer aux États-Unis alors qu'il avait été accrédité pour servir d'arbitre. Et il a finalement arbitré la Super Coupe d'Europe. Entre le PSG et Aston Villa, une première historique pour un arbitre non européen. Pour rappel, les Parisiens ont d'ailleurs remporté cette Supercoupe, leur premier titre de la saison. Mais qu'en est-il, selon vous, de la prestation d'Omar Hartan ? Comment il a joué ? Pour avoir regardé le match, que de bons retours. Je trouve qu'il a été irréprochable sur ses prises de décision, sur ses décisions. Ça a été incroyable. Et comme vous l'avez si bien dit, le premier arbitre non européen à disputer la Supercoupe d'Europe. Pour moi, c'est un signe pour l'arbitrage mondial. Faut montrer que on a des arbitres, de par leur talent et leur expertise, arrivent à transcender toutes les frontières, mais également une démonstration que l'arbitrage africain a toute sa place dans l'élite du football international. Et pour ma part, le PSG a gagné hier, mais je dirais que Omar également a gagné hier. Il a gagné la victoire du mérite. Et voilà, c'est à féliciter. Il est incroyable et je pense que c'est un bel hommage qu'il rend à tous les arbitres du continent africain. Pardon. Et il ne faut jamais se décourager. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Sébé Coulibaly, ancienne milieu du terrain, je le rappelle, pour l'équipe du Mali, qui a créé Lady Squad, une application qui rend la pratique du football accessible aux femmes. Et je vous rappellerai donc dimanche, pour voir si vous avez eu raison, qui gagnera. On verra ça dimanche, les résultats seront dimanche. Voilà, merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur France 24.